Salut tout le monde, ravi de vous voir encore une fois avec une autre activité de lecture et langue intégrée avec notre roman Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Notre chapitre aujourd'hui c'est le chapitre 13 et étudions le passage tout d'abord avant de commencer notre analyse. Alors le narrateur se trouve toujours dans son cachot à Bicêtre. Il est effrayé par les graffitis et les écrits sur son mur. Il décide de les lire ou bien de lire ces écrits des morts. Alors voilà la situation ou bien les événements qui précèdent ce chapitre. Alors retournons à notre extrait. Donc le narrateur, comme nous avons déjà vu, il utilise ou bien il a commencé par une phrase en utilisant la première personne du singulier, j'ai vu, ces jours passés. Donc nous avons affaire à une technique narrative, c'est le retour en arrière ou bien le flashback, il fait un retour en arrière pour rappeler les événements passés ou bien pour raconter bien sûr au lecteur un des scènes les plus abominables dans ce roman, c'est le ferrage des forçats. Alors le personnage, comme nous avons déjà dit, c'est le narrateur et se trouve dans son cachot à Bicêtre ou bien à côté de la cellule, dans une cellule proche de la sienne à Bicêtre. Le temps, c'est le matin. L'indice qui le montre dans le texte, c'est qu'il était à peine jour. Donc, c'était trop tôt le matin. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une chose hideuse. Il s'agit du ferrage des forçats. Alors, ferrage des forçats, c'est le fait de mettre des menottes ou bien les chaînes aux forçats, ceux qui vont travailler aux travaux forcés. Donc, il s'agit d'un récit détaillé d'un événement. Cet événement représente un temps fort de l'action dans ce roman. Alors, comme vous voyez, le début de la scène est de type descriptif. Alors, quels sont les indices qui nous montrent qu'il s'agit d'un type descriptif? Alors, tout d'abord, c'est l'emploi de l'imparfait. Dans l'exemple, elle était et on entendait. La description est essentiellement auditive. Qui dit auditive, dit la sensation de l'ouïe, ou bien la sensation auditive. Donc le champ lexical dominant, c'est celui du bruit, à travers les mots suivants, comme vous voyez dans le schéma, bruit, ouvrir, fermer, des lourdes ou bien les lourdes portes, grincer des verrous, et aussi des pas précipités, sans oublier les voix s'appeler, se répandre, des bouts de longs corridors, etc. Alors, l'emploi aussi des figures de style est très marqué dans ce passage descriptif, avec l'hyperbole, trembler les escaliers en bas, du haut en bas, sous des pas précipités. Donc, vous savez tous, l'hyperbole, c'est le fait d'exagérer. Les escaliers ne peuvent être pas tremblés, mais c'est une sorte d'hyperbole et d'amplification. Alors, nous avons affaire à une description tout à fait dévalorisante. Dans un autre côté, le narrateur se penche maintenant à une description plus valorisante avec du côté des prisonniers. Alors, les forçats nous montrent une ambiance de gaieté. Il s'agit d'un véritable spectacle. À travers des figures de style comme la comparaison et la métonymie, le narrateur nous montre qu'il s'agit d'un spectacle du côté des prisonniers. Et vous avez les exemples de la comparaison. Des forçats en punition étaient plus gais qu'à l'ordinaire. Plus que montre la supériorité. Ils sont plus gais, ils sont plus heureux qu'à l'ordinaire. La métonymie, avec tout Bicêtre, semblait rire, chanter, courir, danser. Et nous avons, dans cette métonymie, nous avons aussi une énumération. Alors, tout Bicêtre, montré ici, tous les habitants du Bicêtre, métonymie comme nous avons déjà expliqué. Donc, une description dévalorisante se mêle à une autre qui est tout à fait valorisante. Le narrateur passe ensuite à parler de soi-même ou bien de son attitude au milieu de ce bruit, en utilisant ou bien en employant l'antithèse, moi seul, muet dans ce vacarme. Le mot muet et vacarme sont antithétiques, ils sont contradictoires.
Donc si on vous demande de relever une antithèse qui montre l'attitude du condamné au milieu de ce bruit, alors voici l'exemple propice. Seul, muet, dans ce vacarme. Alors, après, le narrateur fait ou bien mêle ce type descriptif à un retour aussi à un autre type qui est le type narratif à travers la phrase « un geôlier passa ». Un geôlier passa, le passé simple montre le retour à la narration et au récit. Donc, je m'hasardais à l'appeler et à lui demander si c'était fait dans la prison. Donc, le narrateur, il est perdu. Est-ce qu'il s'agit vraiment du fait ou encore, il est en train de rêver? Donc, fait si l'on veut. Alors, il y a une sorte de dialogue entre le narrateur et aussi ce geôlier. Donc, la réponse était tout à fait ironique, car le narrateur ou bien le geôlier va exprimer le contraire de ce qu'il pense. Vous voulez voir, cela vous amusera. Donc, est-ce qu'on peut s'amuser en regardant le ferrage des forçats? Il n'y a rien d'amusant dans cette scène. Donc, nous avons affaire à l'antiphrase. Donc, le temps dominant dans cette discussion entre le gardien et le narrateur, il s'agit d'un temps plutôt satirique, ironique aussi. L'emploi de la comparaison aussi. Vous serez seul dans votre loge comme le roi. Loge, c'est un mot qui renvoie au théâtre. Le roi, c'est aussi la même chose. Alors, la visée ici de cette ironie, comme vous voyez, nous avons fait, ou bien nous avons marqué la définition de l'ironie, c'est exprimer le contraire de ce qu'on pense, car rien d'amusant dans cette scène hideuse, dans cette scène horrible. La visée, ou bien l'effet de cette ironie, c'est de critiquer et de dénoncer ces pratiques barbares, ou bien ces pratiques atroces du côté des prisonniers. Alors, retournons maintenant à la deuxième partie, ou bien le deuxième axe. Nous avons affaire au retour, toujours au texte descriptif, ou bien au type descriptif à travers la description du spectacle. Donc, cette description se porte sur 3 éléments. Tout d'abord, le cadre, c'est-à-dire le lieu. Et là, il nous a décrit le lieu d'une manière très détaillée. Donc, nous avons affaire à une pause descriptive. Puis, il passe à décrire les spectateurs, puis le spectacle vu par le narrateur. Alors, commençons tout d'abord par la description du cadre. Alors, la description du décor, la cour. Donc, la cour, si on retourne au texte, elle est très détaillée. Le narrateur a oublié automatiquement l'idée de la mort obsessionnelle dans sa tête. C'est une façon de s'échapper, bien sûr, de la condamnation, ou bien de rappeler aussi tout ce qui est argumentatif dans le texte. La fenêtre donnait sur une cour carrée assez vaste et autour de laquelle se levait des 4 côtés comme une muraille. Donc, l'utilisation de la comparaison comme une muraille, sans oublier aussi les caractérisants, les adjectifs, les compléments de nom, les participes passés, tous ces procédés sont présents dans le texte narratif. Nous avons aussi l'hyperbole, rien de plus dégradé, rien de plus nu, rien de plus misérable que. Voilà, donc la description est tout à fait dévalorisante, qui se dégage bien sûr, qui dégage une impression d'enfermement et de dégradation. Alors la deuxième partie de la description penche sur les spectateurs. Les spectateurs, ce sont ceux qui regardent la cérémonie ou bien le spectacle des forçats. Les prisonniers et bien sûr quelques curieux qui venus de Paris. Alors il s'agit d'un portrait tout à fait dévalorisant de ces spectateurs. Foule de visages maigres et blêmes. La comparaison aussi, pressés les uns contre les autres comme les pierres d'un mur. La métaphore aussi, c'est parmi les figures aussi utilisées pour décrire les spectateurs, au soupiro du purgatoire qui danse sur l'enfer,
Purgatoire, c'est le lieu où on subisse les différents, bien sûr, manières de revenir ou bien de devenir plus pur, c'est purger les défauts. Alors revenons maintenant au spectacle. Alors le spectacle vu par le narrateur. Donc le narrateur, il retourne bien sûr à la narration à travers la phrase, bien l'expression midi sonna. Nous avons l'emploi du passé simple à travers sonna et aussi brusquement, l'adjectif. Donc il s'agit d'une pause aussi descriptive après cette phrase. On retourne à la description. Donc la description et la narration se mêlent. Donc à chaque fois qu'on termine de narrer, on commence à décrire. Le narrateur décrit des uniformes des soldats à travers les couleurs. Les couleurs qu'on trouve, c'est les couleurs rouges des épaulettes, les bandoulières jaunes, les uniformes étaient bleus. Donc ces éléments, ces personnages-là, ou bien ces soldats, entrent lourdement dans la cour avec un bruit de ferraille. Hein, c'était la churme et les chaînes. Donc le retour aussi au champ lexical du bruit. Donc nous avons affaire aussi, après cette description ou bien cette pause descriptive des uniformes des soldats, au champ lexical de l'enfer. Alors là, le narrateur s'attarde un petit peu à montrer les visages des prisonniers à travers un champ lexical de l'enfer, masque de démons, dents d'étincelles, cendres, les yeux flamboyants. Tout ce champ lexical renvoie à l'enfer et bien sûr à l'atmosphère diabolique qui règne. Donc nous avons affaire dans tout ce passage, mes chers élèves, à une tonalité tout à fait pathétique qui rend le narrateur, bien sûr, un narrateur qui a une pitié de ses forçats, et aussi elle avait peur d'eux en même temps. À la fin, il va s'évanouir à cause de voir toute cette scène hideuse et horrible. Donc, synthèse. L'argumentation passe par le discours argumentatif, d'habitude, que l'on repère à travers un certain nombre de critères, mais elle peut aussi s'exprimer au moyen de la description et de la narration. Cette narration qui servira parfois à illustrer une scène ou parfois à suggérer une leçon de morale. Donc le rythme de la narration précipité à travers la sommaire et aussi l'ellipse, ou encore lent à travers la pause ou bien la scène. Donc les temps verbaux aussi, la longueur des phrases, la progression soulignent certains éléments ou thèmes du récit. Donc la description aussi nous permet de renforcer la critique d'un lieu ou d'un personnage ou d'une thématique. Ces caractérisants utilisés par le narrateur permettent également et essentiellement, ils permettent au lecteur de saisir l'opinion du narrateur, ainsi que les termes péjoratifs, le lexique dévalorisant, souligne les défauts des personnages, les défauts de l'idée ou bien de l'esprit des gens, et les figures de style frappent l'imagination. Voilà mes chers élèves notre extrait d'aujourd'hui et on se verra avec une autre activité. À la prochaine.